Merci d'être ici. C'est une conférence dont le cadre est organisé par le SCUC, qui regroupe les étudiants du territoire, alors qui œuvrent quotidiennement. Il y a ces conférences qui s'appellent Envie d'agir, finalement, qui portent plutôt très bien leur nom. Et puis il y a tout un tas d'actions à côté. Vous avez une épicerie solidaire juste derrière au niveau du bâtiment. Vous avez une boîte à fringues. Vous avez une équipe qui est hyper active, on peut l'appeler comme ça, je crois, histoire de faire vraiment rayonner le territoire et surtout d'apporter un soutien constant, permanent à l'ensemble des étudiants. Il y a aussi le local médecin. Vous voyez forcément plein de choses, vous en entendez forcément parler. Je vous invite à aller sur le site du SCUC, il y a une chaîne YouTube, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est hyper important. Merci à Nicolas qui est là ce soir. Merci à toutes les équipes du SCUC parce que c'est vraiment une très belle bande. Voilà pour la petite parenthèse. On va continuer quand même avec les remerciements parce qu'on a quand même des conditions de travail optimales ce soir. Alors j'ai un peu de mal à le dire parce qu'il est juste à côté de moi, mais merci, un grand merci au CNAM et à Axel Buendia. Parce que c'est aussi un plaisir de pouvoir trouver un petit peu des lieux nouveaux. On a un rayonnement, on est proche du plateau d'Angoulême. C'est aussi l'occasion pour nous de découvrir des écoles. Moi, personnellement, je suis ravi d'être ici ce soir. Quand on rentre dans ces bâtiments, on se dit... ça remonte à quelques années, mais je redeviendrai bien étudiant. Donc merci Axel, merci pour là encore la disponibilité des équipes et bravo pour cet outil. Voilà pour cette introduction. Et sincèrement, on est ravis de vous retrouver en présentiel. On espère que la prochaine fois, on pourra enlever les masques. Ça sera la prochaine étape. Mais déjà, on est là devant vous et c'est un vrai plaisir. Axel Buendia, je vous ai présenté très rapidement, de façon succincte. Le CNAM, c'est un rayonnement national. On est ici sur le CNAM Engmin. Juste avant de rentrer dans le contenu, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'organisation de l'entreprise ? Alors, nous sommes une école publique. Donc, le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Donc, plutôt, notre centre bâtiment principal est à Paris, la station de métro arts et métiers avec le musée, tout ça, c'est nous. Et l'Engmin, donc, c'est une école qui est à Angoulême, donc ici, dans les bâtiments, et qui est soutenue par le pôle Magélis, qui soutient beaucoup d'écoles ici, à Angoulême, et au sein du pôle d'image et du campus de l'image. Et donc, l'école ici est plutôt des métiers de la production du jeu vidéo, avec 3 formations principales. Un master, mais on va y revenir un peu après. Très bien Axel. On va forcément revenir sur l'intitulé et puis on aura le temps aussi d'échanger. L'idée c'est vraiment de vous donner la parole aussi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Axel va dérouler les formations et puis l'idée c'était de vous construire quelque chose, de vous raconter aussi une histoire. Donc on va parler après de la création du jeu vidéo avec un peu finalement le retour d'expérience de David Elaé qui est déjà là et qui nous rejoindra tout à l'heure. On aura après une partie vraiment axée sur l'e-sport, là encore avec à la fois un retour d'expérience et à la fois un œil un petit peu novateur puisque Lilian Petit est également avec nous. On va le découvrir, il a 2 casquettes aussi, donc ça va être très intéressant. Et puis qui dit innovation, forcément on était quand même obligé d'avoir des personnes en distanciel histoire de mettre un petit peu toutes les capacités en exergue. Donc on aura un premier invité à distance, ce sera Arnaud Soroy qui viendra là encore compléter ce qui a été dit par Lilian et revenir sur une nouvelle formation que va proposer l'Université de Poitiers en lien aussi, en partenariat avec Paris. Donc ça permettra vraiment de compléter cette partie. Et puis on continuera en distanciel avec Jérôme Dupire. On parlera handicap et inclusion également. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire une photo assez complète de ce qui peut se passer dans ces métiers. Je suis ravi de les découvrir parce que j'en entends beaucoup parler et j'ai hâte. Donc j'arrête, je vous passe la main, Axel, pour découvrir les formations. Eh ben merci. Avant de parler de formation et de métier, on va peut-être parler un peu du marché pour voir si ça vaut le coup de se former et d'aller bosser dans cette industrie. Vous avez sans doute entendu parler de l'industrie du jeu vidéo. Il y a une dizaine d'années, on parlait d'industrie pour les professionnels, mais les gens, le public, on va dire, quand on annonçait à nos parents « Ouais, je veux bosser dans le secteur du jeu vidéo », on avait des yeux parfois étranges et une réaction parfois un peu épidermique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On va dire que la plupart des gens comprennent que c'est un gros marché. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quoi ? C'est 180 milliards de dollars annuels en 2021. On va voir un peu comment on se positionne. C'est beaucoup de joueurs. On a plus de 2 milliards de joueurs, dont bien sûr presque 1 milliard en Chine, mais bon, c'est normal. Voilà, vous avez les 3 premiers pays là, les plus représentatifs, mais la France n'est pas très loin derrière.
Donc ce sont des gros marchés, des gros secteurs d'activité. Alors pour vous situer un peu ça par rapport à ce qui existe, le plus gros marché mondial, c'est évidemment les services financiers, les banques, tout ça, c'est évidemment beaucoup plus. Nous, on était à 180, là, c'est 22 000 donc, milliards, donc c'est beaucoup plus. On se situe un peu entre le livre, qui est la plus grosse industrie de loisirs après le jeu vidéo, et le jouet. On est un peu entre les deux, quoi. Donc c'est une grosse industrie, assez incontournable aujourd'hui. Les jeux vidéo, vous en avez entendu parler. Il y en a plein, on entend en parler de beaucoup. Il y a beaucoup de jeux, en fait, beaucoup de jeux. Le jeu le plus vendu de l'histoire, ça reste Minecraft. 238 millions d'exemplaires vendus, c'est pas mal, c'est un sacré score. Après, Grand Theft Auto, bref, vous connaissez certains des titres qui sont ici, c'est des jeux évidemment hyper connus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces très grands nombres reflètent une réalité qui est parfois dure. C'est qu'il y a énormément de productions en France. On voit ici, il y a 1350 productions recensées en 2021 en France. Et vous entendez parler de quoi? Peut-être une cinquantaine de jeux, et encore, ils ne sont pas tous français. Donc du coup, il y a vraiment, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup trop de jeux par rapport aux joueurs, quoi. Donc c'est extrêmement concurrentiel, c'est pas facile. La France, comment elle se positionne? Elle se positionne plutôt bien. 700 studios de développement, c'est pas mal en croissance. Alors tout ça, c'est les chiffres du SNJV, le baromètre, je vous ai mis les références en bas, vous pourrez les regarder. 700 studios de développement, donc c'est en croissance. Il y en avait 500, je crois, l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une assez bonne croissance. 87% avec moins de 30 ETP équivalent temps plein, c'est-à-dire que ce sont plutôt des petits studios en France, beaucoup de petits studios. Et du coup, on retrouve beaucoup de créations indépendantes. 92% des projets sont des créations originales, donc des gens qui ne font pas la suite du énième jeu, mais plutôt des nouvelles créations à partir de nouvelles IP. Et ça représente un peu moins de 20 000 emplois en France, donc c'est quand même un secteur correct. Pas démentiel, mais correct. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens, ces 20 000 emplois? Donc avant de vous parler des professions, je vais essayer de vous parler un peu des métiers. Donc là aussi, j'ai rien inventé, j'ai récupéré le référentiel des métiers du syndicat national du jeu vidéo, le SNJV. Donc les métiers de jeu vidéo, on va voir, il y a des grandes couleurs. Donc il y a la partie management, la partie artistique, la partie technologique, une partie ergonomique et puis une partie un peu transverse, qui sont les métiers, par exemple la localisation, on va voir ça un peu après. Commençons par les managers. Dans le management, il y a pas mal de boulot. Il y a évidemment la direction de projet. Donc ce sont les gens qui vont gérer les équipes, gérer la production, faire en sorte que les équipes restent motivées, que ce soit des personnes qui travaillent bien ensemble. Le jeu vidéo, c'est un métier où les gens communiquent beaucoup. Comme dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers différents qui doivent collaborer ensemble pour arriver à produire l'œuvre finale. Et donc, c'est extrêmement important que la communication soit fluide et que les gens communiquent bien ensemble et que tout se passe bien pour la production. Donc, le directeur de production, c'est un peu son objet, c'est faire en sorte que tout se passe bien dans le sein de l'équipe. Et bien sûr, il a un autre rôle important, c'est qu'il gère le temps et donc le budget. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Ensuite, il y a le directeur de produit. Donc ça, c'est quand on monte un peu en grade. On chaperonne plusieurs jeux, plusieurs directions. Le community manager, autre rôle très important. Aujourd'hui, quand on lance un jeu, bien avant de le lancer, quand on commence à le produire, on commence déjà à essayer de créer sa communauté. Pourquoi? Parce que comme nous sommes dans un marché très concurrentiel, c'est ce qu'on vient de voir, si je veux que mon jeu ressorte un peu et que j'ai une chance de le vendre, il faut absolument que je fasse parler de lui. Et donc du coup, très vite, dans les stages, David pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais dans les stages très précoces des jeux, de production en général, on s'intéresse déjà à sa communauté et comment on va la fidéliser, comment on va la créer, la construire et la faire se développer au fur et à mesure. Et puis, autre métier de gestion, il y a tout ce qui est marketing. C'est en lien aussi avec la communauté. Du coup, on va devoir communiquer sur son jeu pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc là, on s'intéresse plutôt à la cible. Qui est notre cible? Comment on la définit exactement? Comment on va s'adresser à elle du coup du mieux qu'on peut pour pouvoir les toucher le plus grand nombre. Les métiers artistiques, on va distinguer trois grands métiers artistiques, la conception visuelle, la conception sonore et puis la conception ludique, les game designers en anglais. Donc la conception visuelle, alors j'en ai mis quelques-uns, mais en fait maintenant il y a une foultitude de spécialités. Les outils deviennent de plus en plus complexes et du coup obligent pas, mais disons poussent les gens qui produisent à se spécialiser dans certains outils. Donc on voit ici par exemple les spécialistes de l'animation, les spécialistes de modélisation 3D texture, ce sont les gens qui créent les modèles 3D de vos personnages, des décors, des meubles, de tout ce qui se passe dans le jeu. Les textures, c'est donc
les matériaux qui vont habiller les personnages ou les décors, etc., qui vont donner cette impression de réel. Les graphistes 2D, donc eux, s'intéressent plutôt à tout ce qui est image, plate, à plat, pas en profondeur, pas en 3D. Ça, bien sûr, c'est eux qui travaillent sur les jeux en 2D. Mais parfois, dans les jeux en 3D, ils créent aussi certaines parties, comme des tableaux, des choses comme ça. Enfin, concept artistes, ce sont des gens qui peuvent utiliser des outils informatiques, mais ce qu'ils produisent sont plutôt des concepts pour inspirer le reste de l'équipe de production. Ça va être le concept de personnage, de décor, pour donner un peu l'ambiance, pour permettre aux gens de se projeter et toute l'équipe d'avoir la même vision du jeu. Parce qu'au démarrage, quand on crée un jeu, on commence à écrire ce qu'on va faire, mais tant qu'on n'a pas vraiment avancé, les gens n'ont pas forcément la même vision du jeu. C'est comme quand vous faites une construction à plusieurs, si vous n'êtes pas mis d'accord au départ sur la construction, même si vous êtes mis d'accord, vous ne connaissez pas encore tous les détails. C'est au fur et à mesure de l'avancement de la production que vous allez vous rendre compte des détails. Et donc, les concept artists servent à commencer à spécifier des détails avant que la production commence vraiment. Et puis, il y a des spécialistes encore plus spécialisés. Mocap, c'est la motion capture. Donc, vous allez mettre des combinaisons à des vrais acteurs. Il y a un système de caméras qui vont filmer les acteurs. Quand les acteurs bougent, on va enregistrer leurs mouvements. Et on va pouvoir, comme ça, créer des animations qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu après. Donc, c'est un sous-domaine d'animation, on pourrait dire. VFX, c'est tout ce qui est effets spéciaux. Ça va de la fumée, le brouillard. Dans les jeux vidéo, sont pleins de ces petits effets visuels. Et donc, du coup, c'est devenu un métier à part, parce qu'il faut souvent tenir compte des optimisations des machines. Ça prend tant machine souvent. Donc vos jeux RAM, c'est ce qu'on appelle, les joueurs appellent les jeux qui rament. Donc voilà, on essaie d'améliorer les VFX pour qu'ils ne prennent pas trop de temps machine et que ça marche sur toutes les machines. Et puis les lumières, il y a des spécialistes qui gèrent la lumière. De plus en plus, on a des lumières dynamiques. Ça aussi, ça demande à l'ordinateur de faire plein de calculs compliqués. Alors les effets sont jolis, ça rend très réaliste, mais c'est vrai que pour les machines, c'est compliqué. Donc on va essayer d'optimiser aussi ces parties-là. La partie conception sonore, j'ai pas mis beaucoup de sous-métiers. Je vais me faire gronder. Non, mais dans les studios, c'est déjà souvent dans les petits studios, ils n'ont pas toujours un concepteur sonore interne à l'équipe. Donc souvent, ils font appel à des prestations externes. Et du coup, ce sont des gens qui vont à la fois faire les bruitages, mais aussi composer les musiques qui accompagnent votre jeu, et puis gérer toute la dynamique des musiques. Parce que dans un jeu vidéo, contrairement à dans un film, où on connaît les scènes à l'avance, on peut déclencher les débuts de musique au moment où on prévoit à l'avance, puisqu'on sait tout ce qui va se passer à l'avance. Dans un jeu, évidemment, tout ce qui se passe dépend du joueur, et donc c'est très difficile de savoir ce qu'il va faire. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'en fonction on essaie d'analyser un peu ce que fait le joueur et de déclencher les nappes musicales au bon moment pour que ça reflète bien l'ambiance qu'on veut qu'il ressente. Et enfin, la conception ludique, ce sont les gens qui s'intéressent à toutes les mécaniques de jeu. Donc là, on va avoir le game designer, c'est lui qui s'intéresse particulièrement aux mécaniques du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu, en tant que joueur, c'est quoi mon but, puis comment je vais jouer avec ma manette ou avec mon clavier, qu'est-ce que je vais faire physiquement, quoi. Il y a le scénariste dialoguiste, pardon. Donc ça, ce sont des gens qui s'occupent de l'histoire, la narration. Ça, c'est des métiers parfois, ils vont le chercher dans le cinéma. Ça arrive que des scénaristes du cinéma travaillent dans le jeu vidéo. Et puis, des fois, ce sont simplement des gens qui s'intéressent à la narration. Et puis, nous avons enfin les level designers. Donc, eux sont plus proches de la production au sens production de tous les jours. Ils vont assembler les niveaux, assembler les éléments du décor, etc., pour créer le niveau tel que vous le voyez, vous, en tant que joueur. C'est eux aussi qui vont avoir la gestion de la difficulté, souvent, parce qu'en assemblant le niveau, on va créer des niveaux plus ou moins faciles. Voilà. Voilà un peu pour les métiers. Alors bien sûr, vous pourrez vous référer il y en a plein d'autres. Vous aurez aussi dans le guide de référentiel, il y a des compétences, des prérequis, etc. pour chacun de ces métiers. Donc vous allez pouvoir trouver ça sur le référentiel qui est en lien. Les métiers technologiques. Donc là, c'est principalement des informaticiens. La technologie, ça touche souvent l'informatique. Le programmeur principal, c'est le programmeur gameplay, celui qui est au milieu là. Donc c'est la personne qui va programmer, on utilise un outil pour fabriquer les jeux, et parfois quand par exemple un joueur tire avec un pistolet, imaginons, et que ça touche quelqu'un d'autre, faut décrire qu'est-ce qui se passe quand ça touche l'autre personne. Donc on va dire il va perdre des points de vie par exemple. Donc c'est le programmeur qui va faire ce petit code. Si l'outil est suffisamment riche et simple d'utilisation, le game designer peut directement faire ces petits codes parce qu'ils sont assez faciles à rentrer. Et puis parfois, les outils ne sont pas faciles d'accès, plus difficiles, ou le code est plus compliqué à faire. À ce moment-là, c'est le programmeur qui va le faire. Et puis parfois, les interactions qu'on demande, c'est pas simplement je vais baisser les points de vie, mais c'est je vais lancer une animation, puis l'animation va déclencher un autre truc, etc. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, c'est le programmeur en général qui crée
c'est parti. Programmation moteur, ce sont des programmeurs qui s'intéressent au moteur de jeu. Le moteur de jeu, c'est comment s'affiche le jeu. Donc à partir des modèles que j'ai créés, compose comment le jeu s'affiche réellement, comment les animations sont lancées, comment tout fonctionne, c'est le moteur qui fait tourner le jeu. Donc eux vont mettre leurs mains dans le cambouis. Alors soit ce sont carrément des gens qui vont aider à programmer des nouveaux moteurs. Il y a quand même peu de studios proportionnellement qui utilisent des moteurs maison. La plupart des gens utilisent des moteurs fabriqués par des entreprises dont c'est l'expertise. On peut citer Unity et Unreal qui sont sans doute les deux plus utilisés. Et puis Godot, qu'on cite quand même parce qu'il est open source. Donc programmation moteur important. Mais surtout aussi, parfois, quand ils ne tritouillent pas le moteur directement, c'est eux qui vont être en frontal avec le moteur qu'on utilise pour essayer de le tordre pour obtenir les effets qu'on veut dans le jeu. Et ça, c'est pas toujours facile. Programmation physique, parfois dans votre jeu, vous avez la simulation de la physique, donc les choses bougent, quand vous les poussez, les trucs tombent, etc. Donc ce sont des gens qui s'intéressent à cette partie-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en informatique, on ne sait pas simuler la réalité de la physique correctement. Donc c'est des gens qui vont trouver des systèmes approximatifs, mais qui ont l'air sympas et visuellement corrects. Et programmation IA, c'est des gens qui vont programmer les petits ennemis ou les petits personnages que vous allez rencontrer dans votre jeu. Évidemment, il faut que ces personnages ils bougent tout seuls, ils prennent des décisions tout seuls. Donc c'est ces gens-là qui programment ça. Et enfin, programmation outils, c'est des gens qui savent à programmer des outils pour tous les autres corps de métier, pour faciliter leurs tâches, pour accélérer leur production. Et enfin, le data manager, donc lui, son job, c'est de gérer les datas au sein de l'entreprise, soit les datas de production, quand on produit le jeu, soit les datas après, quand on fournit le jeu à des gens qui jouent. On récupère souvent des données pour savoir comment les gens jouent, est-ce qu'ils galèrent à certaines parties du jeu ou pas, etc. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'ils vont intervenir pour analyser toutes ces données. On va finir avec l'ergonomie. La localisation, ça, c'est des gens qui vont traduire les jeux. Maintenant, les jeux, il faut savoir qu'aucun jeu ne sort que dans un seul pays. C'est vraiment extrêmement rare. Depuis le début du jeu vidéo, le marché a toujours été un marché international. Et ça ne pose pas de problème qu'un jeu soit financé par un éditeur chinois qui va payer un jeu qui va être fabriqué par un studio français qui plus tard va être vendu aux USA. Ça n'a jamais posé de problème depuis le début, depuis les années 80, bien avant les dématérialisations. Donc on a toujours été très internationaux, à la fois dans les marchés et à la fois dans les regroupements, financement et production. Donc localisation, très important dans le jeu vidéo. Mais on fait souvent aussi appel à des boîtes externes, ça arrive souvent. Il y en a une ici qui s'appelle G4F qui fait de l'externalisation, de la localisation. Et enfin l'ergonomie, c'est très important. Donc quand vous faites un jeu, c'est sympa, mais comment savoir si tous les joueurs vont l'apprécier ou pas? Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tester le jeu par des gens dont c'est le métier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le QA, la qualité du jeu. Donc c'est des gens qui vont tester le jeu à fond, faire des trucs, c'est très pénible. Si vous voulez devenir testeur de jeu, sachez que c'est quand même pas facile. C'est un vrai métier. Et donc du coup, il faut faire n'importe quoi, tester toutes les options possibles, imaginables dans le jeu, pour vérifier qu'il y a des bugs nulle part. Il y a même aujourd'hui plein de programmes de recherche sur des IA qui sont censés faire ça automatiquement pour accélérer les tests. L'UX designer, lui, au sein de l'équipe de production, il est responsable de l'expérience utilisateur. UX, ça veut dire expérience utilisateur, user experience. Et donc l'idée, c'est qu'il va essayer de se mettre à la place du joueur et voir s'il comprend ce qu'il faut faire, quoi. Il joue et il se dit, tiens, quels sont les signes qu'on me donne? Est-ce que c'est facile de comprendre ce que je dois faire? Il faut savoir que dans un jeu, ça fait très longtemps qu'on fournit plus de documentation de 250 pages avec les jeux qu'on fournit aux gens. C'était le cas, dans ma jeunesse, j'ai eu ça plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout. Donc les jeux sont devenus très casual, très faciles d'accès. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment que quand vous jouez, vous mettiez le pied à l'étrier facilement et que vous n'ayez pas grand-chose à faire et que vous compreniez tout seul ce qu'il faut faire. Et pour ça, cette personne-là est responsable de ça, du déroulement correct de l'expérience pour le joueur. Donc voilà, et le data analyst, c'est celui qui est de l'autre côté du... Donc c'est la personne qui va analyser tous les datas des in-game qu'on a enregistrés, qui va vérifier si tout se passe bien. On a fait un peu le tour. Pour tous ces métiers, il y a des formations en France, un peu partout en France. Il y a beaucoup... Alors ça, ce sont les métiers de la production, donc je ne parle pas du tout d'e-sport, vous verrez ça tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de formations. Il y a quelques formations publiques. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, dont la nôtre. Du coup, nous, on a un organisme public. Donc nous, ici, on a un master qui forme à 6 spécialités. Donc vous les voyez, je vais revenir en arrière. Hop, on va sortir. Oh, pardon. Hop. Donc les 6 spécialités, c'est un peu les couleurs qu'on a là. Donc on a le management. Nous, on sépare les 3 conceptions artistiques. Donc on a management,
conception visuelle, conception sonore et game design. On a programmeur et on a ergonome. Donc ici, on forme aussi spécialité dans un master. On a une école d'ingénieurs qui forme plutôt à des informaticiens. Et l'idée, c'était, on s'est rendu compte que les technologies qu'on enseignait ici, 3D temps réel, tout ça, ça intéressait plein d'autres industries. Donc aujourd'hui, quand vous maîtrisez des technologies du jeu vidéo, vous êtes un peu des experts de l'expérience utilisateur, des experts de la 3D temps réel, des experts parfois de la VR, de la réalité augmentée. Et donc du coup, vous intéressez pas mal d'autres industries. Et donc on a créé une formation de gens qui maîtrisent les technologies du jeu vidéo mais qui vont bosser dans d'autres industries que celles du jeu vidéo. Et puis plus récemment, on a créé une licence, pareil, en informatique, pour des gens qui sont un peu gameplay programmeurs dans des studios. Voilà, on a créé une formation Master E, donc Bac plus 6 avec les Gobelins à Paris. Cette fois, c'est pour des gens qui veulent, soit après une école d'ingénieur classique, veulent se teinter leur formation d'une couleur jeu vidéo, soit des gens qui veulent se reconvertir professionnellement dans le secteur du jeu vidéo. Voilà. Sinon, il y a aussi plein d'écoles privées. Il y en a quelques-unes à Angoulême et puis il y en a un peu partout en France. Que puis-je dire d'autre? La plupart des écoles forment souvent au game design, à la programmation et à la conception visuelle, parce que c'est les trois masses de production les plus importantes dans les équipes de jeux vidéo. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour et de toute façon, je ne dois plus avoir beaucoup de temps. On a toujours le temps, Axel, quand c'est passionnant et ça l'est. Honnêtement, quand on voit cette présentation, on voit finalement le panel qui est tellement important de métiers. Ça peut être une difficulté justement au moment de choisir réellement la formation. Est-ce qu'avec tous ces codes couleurs, il y a des passerelles qui peuvent être envisagées ou est-ce que j'ai tendance à, le mot est fort, mais à m'enfermer un petit peu si je me spécialise sur l'ingénierie, j'ai du mal après à en sortir? Alors, j'ai mis un peu des petits icônes là. On voit les parties un peu qui demandent des compétences sociales, des compétences artistiques, des compétences scientifiques. On voit un peu les métiers. Alors, il faut savoir que dans le jeu vidéo, ça demande un peu tout, hein. Même le programmeur doit être un peu artiste parce qu'il doit comprendre avec qui il bosse et qu'il y a quand même des enjeux artistiques très importants dans le jeu vidéo. Donc, il faut un peu de toutes les compétences. Globalement, quand même, les niveaux sont assez élevés. Donc, si vous commencez à faire beaucoup d'informatique et que vous passez pas tant de temps à faire du dessin ou de la musique, c'est difficile pour vous de devenir un concepteur sonore ou concepteur artistique, ou artiste, quoi. Après, on trouve des profils doubles, hein, ça arrive. C'est des profils hyper recherchés, bien sûr, parce qu'ils sont capables de comprendre deux facettes très bien de la production. Mais ce sont des profils plus rares. Donc, quand même, je dirais que globalement, les gens ont plutôt tendance à se spécialiser au fur et à mesure de leur carrière. Et puis après, on va aller aussi dans leur studio de production. Plus le studio est gros, plus ils vont avoir tendance à avoir des postes spécialisés et donc à se concentrer sur un domaine. Après, ils peuvent demander à bouger dans leur studio, à voir d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a tendance, nous ici, on recrute sur les 6 spécialités, on recrute des profils qui sont très différents. Par exemple, les ergonomes viennent de psychologie souvent. Les managers viennent de formation de management classique ou parfois de commerce, ça arrive. Les concepteurs visuels viennent d'écoles d'art, hein, souvent. Et puis conception sonore, ils sont soit ingénieurs du son, soit compositeurs. Et conception game designer. Alors il y a quelques formations de game design en bachelor, enfin en bac plus 1, plus 2, plus 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on a des profils très variés. Des historiens, des littéraires, c'est assez varié. Et bien sûr, les programmeurs, ils ont souvent fait une école d'informatique, une licence d'informatique. Voilà. Donc c'est quand même assez catégorisé. Après, les profils, une fois encore, si des personnes ont vraiment une double compétence, c'est très valorisé dans l'industrie. On a le privilège d'être ce soir dans ces locaux du CNAM et de mettre cette formation, ces formations en exergue. On a aussi le plaisir, l'honneur de vivre dans un territoire qui est très riche au niveau de l'image, au niveau finalement aussi du jeu vidéo, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de métiers qu'on pourrait retrouver dans des domaines comme le cinéma, d'animation notamment. On a des parents ce soir, on a des parents de l'autre côté de la caméra. Quand on parle souvent de formation, de choisir, de se projeter sur son avenir professionnel, il y a un mot qui revient très souvent, c'est celui de l'employabilité. Est-ce que je peux rester en France? On l'a vu un petit peu quand on voit les têtes de série, GTA, toutes ces productions-là, on a l'impression que c'est un petit peu partout. Est-ce que l'industrie se porte bien en France? On l'a vu, c'est quand même 20 000 emplois. Et est-ce que si je suis bon, j'ai presque la certitude de trouver un emploi, même sur mon territoire? Aujourd'hui, donc globalement, le nombre de formations a explosé. Il y avait un marché, comme l'industrie du jeu vidéo a pris de la valeur, je dirais, aux yeux des parents. Du coup, le marché s'est créé. Les parents jouent un rôle quand même important dans le choix des études de leurs enfants.
Et du coup, il y a beaucoup de formations qui se sont créées. Donc aujourd'hui, je pense, à mon avis, qu'on a trop de formations par rapport à ce que peut absorber le marché. Donc on commence à avoir un problème de surformation. Donc moi, j'invite les parents à se renseigner sur la qualité des écoles qui visent, notamment avec le taux d'employabilité à la sortie de l'école. Donc demander aux écoles de leur donner le taux d'employabilité, si possible dans le secteur du jeu vidéo. Demander aussi aux écoles le taux d'étudiants qu'ils ont virés en cours de route parce qu'ils savaient qu'ils ne les placeraient pas dans des boîtes à la sortie. On voit un peu de tout dans les écoles de jeux vidéo. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même une industrie passion. Hein, je pense que David ne me contredira pas. C'est une industrie quand même assez géniale et hyper créative. Et donc du coup, je pense que c'est quand même un bon moyen de mêler une passion avec un métier. Et donc je pense qu'il y a peu d'industries qui offrent cette chance et le jeu vidéo en fait partie. Est-ce qu'on est très bien payé dans le jeu vidéo? Non. Est-ce qu'on a des chances de devenir multimillionnaire? Non. Mais on a des chances d'avoir un métier sympa, d'être payé correctement et globalement de faire un métier qui nous éclate. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les générations nouvelles, nous, nos étudiants, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont de plus en plus sensibles à cet argument. Voilà. Donc, renseignez-vous sur les écoles. Dans le rapport du SNJV que je mets en référence ici, vous aurez le taux d'emploi qui se renouvelle à chaque année. Donc, vous pourrez vous rendre compte un peu de combien le marché a besoin de nouvelles têtes chaque année. Voilà. Nous, ici, on sait que dans le master, on limite les quotas d'étudiants qu'on reçoit. On est à 450 demandes et on a des promos de 54 seulement. Parce qu'en fait, on sait que le marché ne va pas absorber autant d'étudiants qu'on pourrait en inscrire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de limiter à ce que le marché est prêt à prendre, quoi. Voilà. Axel, on vous remercie une nouvelle fois de nous accueillir ici chez vous. Vous ne pourrez pas rester jusqu'à la fin, donc on va peut-être prendre une ou deux questions. Et juste avant, et pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'employabilité, sur l'état du marché, comment ça se passe concrètement? Comment j'apprends? Est-ce que je suis ici essentiellement? Est-ce que je vais en immersion aussi auprès de collègues comme David, de futurs collègues? Comment ça se passe au niveau timing et formation réelle? Alors ça dépend des formations. Donc le master, c'est une formation initiale classique, donc elle se fait ici. Vous n'avez pas besoin d'aller chez David, mais c'est David qui vient chez nous. Il vient donner des cours ici. Du coup, voilà. Notre formation en master, il y a 50% des cours qui sont enseignés par des professionnels du secteur et 50% par des enseignants-chercheurs. Donc ça permet d'avoir à la fois une vision futuriste, parfois un peu folle, des enseignants-chercheurs, mais c'est pas grave, ça ouvre un peu les chakras. Et ça permet aussi d'avoir une vision très terre-à-terre et très production des professionnels qui ramènent un peu sur terre, et c'est pas plus mal non plus. Donc ça permet aux étudiants un peu de se positionner entre les deux. On a une formation en licence qui est en apprentissage. Les deux autres formations ici sont en apprentissage. Il faut savoir que la politique gouvernementale aujourd'hui pour l'enseignement public, si on veut trouver des financements, nous pousse à aller vers l'apprentissage. Donc, on va dire qu'on n'a pas trop le choix. C'est soit on fait payer les étudiants, soit on les met en apprentissage. Ça demande que les entreprises jouent un rôle. Donc, c'est pas toujours facile aussi pour les entreprises. L'apprentissage, c'est compliqué à gérer. Et donc, on a créé une licence un peu spéciale, exprès pour les entreprises, où les étudiants sont tout le temps dans l'entreprise. Ils viennent 3 mois ici en intensif tout au début pour suivre les premiers cours, pour que quand ils arrivent en entreprise, ils ne soient pas trop nuls, ils savent faire 2-3 trucs, quoi. Et puis après, ils sont tout le temps dans l'entreprise et ils suivent les cours à distance en asynchrone, ce qui leur permet d'ajuster leurs agendas dans l'entreprise au gré de ce que veut l'entreprise, parce que parfois il y a des pics de production, ils ont plus besoin des apprentis que d'autres moments. Donc là, l'apprenti peut un peu gérer son calendrier. Voilà, donc ça c'est l'apprentissage. Et puis on a une formation, l'ingénieur, c'est un apprentissage plus classique, où là il est 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école. C'est un apprentissage plus classique. Et puis les gobelins, on peut le faire, l'IDE, la formation avec les gobelins, on peut la faire soit en apprentissage, soit en formation pro, soit en initiale. Réponse complète, Axel. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent un petit peu creuser la piste, vous avez la possibilité évidemment de vous rendre sur les réseaux sociaux. Il y a une page Instagram, il y a une page Facebook, il y a le site internet également. Oui. Vous êtes à la disposition aussi pour donner plus d'informations et puis l'occasion aussi de personnaliser finalement un peu le suivi et le conseil par rapport aux différents profils. Est-ce que vous avez des questions avant que je libère Axel, messieurs dames ?
Oui. Si vous voulez que les autres entendent, il faut lui donner le micro. Sinon, on n'enregistrera pas. Pardon, c'est mieux comme ça? D'accord. Alors, moi actuellement, je suis en fin de formation de DET, donc en bac+2. Et je sais que pour entrer pour le master, il faut au moins bac+3 ou alors 3 ans d'expérience professionnelle. Du coup, ce que je voulais faire, c'est soit je m'oriente vers une licence informatique pour l'année prochaine et je postule au master, soit dès cette année, fin d'année-là, j'obtiens mon DUT et je repasse en licence. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous conseilleriez entre les deux? Est-ce que ce serait plutôt de faire une licence puis intégrer un master ou plutôt directement finir mon bac+3 et arriver plutôt au master? Vous finissez votre bac+3 avec le DUT qui est devenu un but, c'est ça? Non, non. Non? Là, c'est la dernière année, c'est un DUT, bac+2 et après on n'a rien après. On doit aller en licence si on veut le bac+3. Donc là, c'est quoi vos deux choix? Soit vous allez en licence pour faire un bac+3? C'est ça, soit je retourne à zéro en licence ici. Ah non, non, faut pas repartir à zéro. Non, non, enfin, faites un an de licence en informatique. Non, c'était ma question, est-ce que c'est vraiment C'est en plutôt info? rentable? Pardon? C'est un DUT info? Oui, Ouais, DUT génie électrique informatique à Angoulême là-bas. ouais, très bien, bah, faites une licence. Plutôt la licence pour bac+3 et après je reviens ici? Oui, alors, reprendre une licence, ça va vous faire perdre Oui, c'est ce que deux... je me disais, ça prend 3 ans, mais je me dis, comme Non, c'est mais... déjà dans le secteur, peut-être que ça apportera plus de portes, non? Oui, mais il faut trouver une entreprise tout de suite. C'est pas Mhm. facile de trouver les entreprises en licence parce que... Moi j'ai vu ça, faut trouver avant le 16, etc. Ouais, Je sais que déjà c'est la guerre pour trouver le stage de cette année. Ici, les entreprises sont super parce qu'elles nous aident bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile et il y a du monde. Hein. Mhm. Ouais, la licence, on s'est pas mis sur Parcoursup. Donc déjà, nous cherchez j'ai pas vu sur ça. Parcoursup. Non, parce qu'en fait, on veut pas traiter tous les dossiers que ça va nous amener. Si on met jeux vidéo sur Parcoursup, je sais pas combien de dossiers on va avoir, mais on n'a pas assez de monde pour traiter tous les dossiers. Ça viendra peut-être, hein, mais elle est nouvelle, la licence, donc il faut qu'on on la rôde. Mais en plus, la licence, elle est quand même, comme elle est en asynchrone, il n'y a pas de prof. Mhm. Donc il y a quelqu'un qui suit tous les apprenants, hein, une animatrice pédagogique. Mais du coup, il n'y a pas de prof, donc c'est quand même, faut être motivé, c'est un peu particulier. L'avantage, c'est que ça plaît aux sociétés de jeux vidéo, parce qu'on n'a jamais placé autant d'apprentis dans les jeux de société de jeux vidéo depuis qu'on a créé cette licence. Donc je pense que le format qu'on a créé plaît aux studios. Mais moi, je vous conseillerais de faire une licence quand même. D'accord. Faites une licence et puis vous intégrerez le master. Enfin, en tout cas, vous essayerez. En Oh, programmation, on a eu 65 dossiers cette année pour 12 places. Ah oui. Alors ça passera. Il faut. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est montrer que vous êtes créatif en vous intéressant à plein de choses. Montrer que vous n'êtes pas peur de la technique en faisant des trucs un peu pointus, quoi. Que vous fouillez tout seul ou dans vos cours. Et puis, si vous n'avez pas commencé, commencez à créer des jeux. Parce que des gens qui nous disent dans leur lettre de motivation que leur passion c'est le jeu vidéo et que depuis tout petit ils veulent créer des jeux et qu'ils arrivent en master et qu'ils n'ont encore créé aucun jeu, c'est pas très cohérent, quoi. Oui. On va vous professionnaliser, quoi. Donc on va vous expliquer pourquoi les choses sont faites comme ça dans Unity, pourquoi elles sont comme ça dans Unreal, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez changer les trucs. Mais si déjà vous n'avez aucune appétence avec la création de jeux, vous n'avez jamais mis vous-même, déjà ça va vous décrédibiliser. Alors, je crois pas qu'on ait pris une seule fois quelqu'un qui avait jamais fait des projets personnels un peu ambitieux. Pas forcément des jeux, mais des trucs un peu sympas, quoi. Ces interrogations, Axel, on le voit là, c'est un constat finalement qui est très précis. On arrive avec son histoire à soi et on se pose la question de la suite. Il y a peut-être un petit manque d'informations au préalable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent, j'ai fait ça et comment je peux arriver à la finalité qui est de devenir un professionnel du jeu vidéo, quel que soit le métier finalement? Oui, on l'a souvent. Donc on a des vidéos sur notre chaîne qui essaient d'expliquer ça. On a participé avec l'ONICEP à faire des vidéos sur les différents métiers. Donc il y en a pas mal sur le site de l'ONICEP des métiers de jeux vidéo, il y en a pas mal qui sont faites ici avec nous. On va dans les collèges pour expliquer les métiers du jeu vidéo parce qu'on a un problème de représentativité ethnique, paritaire, tout ce que vous voulez dans le jeu vidéo. Donc on essaie d'attirer d'autres gens.
comme ce sont des métiers créatifs, on a intérêt à avoir des profils très différents et des profils variés. C'est super intéressant pour nous. Donc on essaye de faire tout ça. Et puis après, tous les cas sont un peu particuliers. Puis je pense que même si une personne lit quelque chose sur Internet, elle préfère discuter avec le directeur d'école. Ça engage plus. Mais... Et puis il y a un Discord quelque part qui traîne. Alors nous, c'est pas nous qui le gérons, donc mais si vous cherchez un peu, vous allez le trouver facilement. Donc allez-y, ils vous donneront des conseils. Vous aurez plein d'anciens qui vous expliqueront. Voilà, prenez avec des pincettes, ça reste des étudiants, hein, donc ils n'ont qu'une vision d'étudiant du truc. Mais pour avoir la vue de l'intérieur, c'est pas mal. Ils vous donneront surtout des parcours qu'eux ont fait. Voilà. Mais on n'a pas de regard fort sur les écoles que vous avez faites avant. Une fois, on a pris un expert comptable en programmation, c'est pour vous dire. Mais le gars était passionné d'informatique, il savait bien programmer, il avait fait des jeux tout seul il s'était débrouillé pour faire des jeux. Pour nous, c'est suffisant. Il avait un bac plus 3 parce que comme on est un master public, on est obligé de... on a des contraintes administratives, mais donc on a pris un expert comptable et ça s'est très bien passé. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas trop vous tracasser sur l'école. Il faut plutôt vous intéresser à ce que est-ce que vous êtes vraiment passionné de création de jeux vidéo et est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça, et faites-en parce que ça vous permettra de savoir si vous aimez vraiment ça ou pas. Il y a donc de la place aussi pour les parcours atypiques. On aura le temps de faire d'autres séquences questions-réponses. Merci encore une fois Axel pour ce que vous venez de présenter, pour ce que représente aussi l'école à l'échelle du territoire, et puis merci une nouvelle fois pour votre accueil. Eh ben, merci à vous surtout. C'est important de parler à tout le monde et puis je pense qu'il n'y a pas assez de répétition dans ce genre de domaine. Donc du coup, merci à vous tous et bon courage.